Bonjour à tous, alors très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de CryptoNext Security qui va se focaliser précisément sur les pilotes, les projets pilotes, les POC qu'on a pu mener et les enseignements qu'on a pu en tirer pour voilà, mieux comprendre et aider nos clients à mieux comprendre l'impact de la PQC sur leur infrastructure, sur leurs use cases. Je pense que c'était un webinaire qui était très attendu pour voilà, commencer à vraiment s'approprier le thème de la PQC et vraiment voilà, comprendre à quelle sauce vous allez être mangé dans ce nouveau monde qui s'ouvre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour cette présentation, vous allez avoir deux personnes. Alors déjà, j'ai le plaisir, moi, de vous présenter ce webinaire. Je suis Charles Papin, je suis ingénieur chez CryptoNext Security et je travaille en particulier sur la ligne de produits de CryptoNext Security et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir avec moi Morgane Guéraud. Bonjour Morgane. Bonjour, merci Charles. Oui, donc je suis ingénieure en cryptographie chez CryptoNext Security. Et j'ai pas mal travaillé sur le déploiement d'Epoch auprès des clients. Voilà, donc vous avez vraiment la personne dédiée pour discuter de ce sujet. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation rapide de CryptoNext Security. Donc, suivante s'il te plaît, Morgane. Donc, CryptoNext Security donc, se positionne comme un pionnier et un leader européen de la post-quantum cryptographie. Comme dernière news un peu savoureuse qu'on a, euh, on a eu nos implémentations des trois algorithmes standardisés du NIST validés par le programme CAVP du NIST, ce qui est une première dans l'Union européenne. Donc, on est très fiers de l'annoncer. Et autour de cette librairie, on déploie voilà, tout un ensemble de produits pour aider nos clients dans le cadre de leur migration post-quantique. J'insiste aussi sur l'ensemble des clients en bas à gauche avec lesquels on a pu réaliser ces tests, ces pilotes, ces preuves de concept, donc qui viennent de secteurs variés, la banque, la défense, l'aérospatial, le secteur public évidemment, et puis il y a aussi les secteurs de l'énergie qui ont été intéressés. Donc on commence vraiment à avoir un vrai recul par rapport à ces pilotes, par rapport à ces POC, et donc on commence à bien comprendre les problématiques qui se posent quand voilà, on essaye sur des sujets plus ou moins simples au départ, de comprendre quels vont être les impacts des nouveaux algorithmes standardisés, des nouveaux formats de certificats, on va voir tout ça juste après, sur les infrastructures et sur les cas d'usage précis que ces différentes industries se posent. Suivante, s'il te plaît, Morgane. Et donc, rapidement, donc, un point d'agenda. Donc, on va commencer par, encore une fois, vous commencez peut-être à être habitué sur ce sujet, mais quand même, c'est important, la pédagogie, c'est dans la répétition. Donc, on va juste faire un point sur qu'est-ce qui nous attend hein, dans les 5-10 prochaines années. Ensuite, on essaiera de trouver des raisons pour lesquelles engager des pilotes, c'est vraiment la bonne façon de faire, c'est la bonne pratique pour ensuite engager et rentrer dans le vif du sujet d'un point de vue de la migration post-quantique. Nous verrons trois use cases qui vous seront présentés par Morgane et enfin une partie sur les enseignements qu'on peut tirer de tous les POC qu'on a pu faire depuis maintenant 5 ans. Et enfin, il y aura un petit temps de questions et réponses. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de vous faire les deux disclaimers que notre responsable marketing m'avait demandé de vous faire. Le premier, c'est que ce webinaire est enregistré et vous recevrez le replay dans votre boîte mail à l'issue de ce webinaire. La deuxième chose, c'est qu'il y a un temps de questions-réponses à la fin, donc vous pouvez laisser des questions dans le chat qui se situe en haut à droite de votre fenêtre GoToWebinar. Et on essaiera autant que faire se peut d'y répondre avec Morgane. Tout d'abord, un petit récapitulatif de la vague PQC qui s'annonce à l'horizon. Tout d'abord, j'ai voulu prendre ce sujet pour une fois sous l'angle du risque. Alors, pour ceux qui maîtrisent bien la méthode des bio-CRM ou ce genre d'analyse de risque, vous savez que le risque, c'est le produit de la probabilité qu'un événement arrive fois la gravité si un tel événement venait à se produire. Et ben, on va regarder ces deux dimensions, on va voir à quel point le risque est important pour vos use cases. Alors, d'un point de vue de la likelihood, de la probabilité, alors, il y a deux façons de prendre le sujet. Le premier, c'est via la technologie quantique, à quel stade de maturité elle est, quand est-ce que les experts annoncent l'avènement d'un ordinateur crypto-analytically relevant, donc capable de réaliser des opérations crypto-analytiques.
Et ça, c'est un sujet de physique quantique, de technologie quantique, qui est dans la main d'experts. Et donc, vous pouvez lire tous ces rapports où une grosse partie de ces experts disent que dans les 10 prochaines années, il y a de tels investissements qu'on va faire de très gros progrès technologiques pour la technologie quantique. Et donc, qu'il est fort à parier qu'un ordinateur quantique digne de ce nom apparaisse dans les 5 à 10 prochaines années. Mais nous, notre sujet, c'est pas tant l'ordinateur quantique. Nous, on fait de la cryptographie post-quantique, donc sur des ordinateurs classiques. Et nous, ce qui nous intéresse et le message qu'on délivre à nos clients, c'est un message de compliance, de régulation. Et à ce titre-là, les agences de sécurité, donc principalement pour celles qu'on regarde occidentales, américaines en premier lieu et puis européennes, convergent totalement sur le fait qu'il faut lancer dès à présent la migration post-quantique parce que dès que l'ordinateur quantique apparaîtra, il sera trop tard. Et en un certain sens, avec des attaques comme Harvestnode Decryptor que vous avez déjà dû entendre, dont vous avez déjà dû entendre parler, il y a déjà des risques aujourd'hui. Donc il ne faut plus attendre. Les algorithmes standardisés par le NIST sont sortis en août dernier, en 2024. Vous avez une autre échéance de l'autre côté qui est 2035. C'est la date qu'a inscrit le NIST comme étant vraiment la borne temporelle à partir de laquelle l'ancienne cryptographie asymétrique va être interdite, avec toutes les conséquences que ça va avoir sur les certifications FLIPS notamment. Et donc dans cet entre-temps, entre maintenant 2025 et 2035, vous avez 10 ans pour réaliser la totalité de votre migration post-quantique. Et 10 ans, bah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Quand on parle voilà, à des clients qui ont déjà engagé le début de la migration, ils disent que rien que la phase d'inventaire, ça va prendre 2 à 3 ans. Donc vraiment, le time is running out, comme dit la chanson, et donc il faut surtout pas penser que c'est un problème pour après-demain. C'est un problème pour aujourd'hui. Donc ça, c'était pour la probabilité de succès. Et maintenant, essayons de comprendre la criticité de ce que c'est d'avoir une cryptographie dont la sécurité est brisée. Alors moi j'aime bien ce schéma pour vous montrer que bah, même si la cryptographie on a parfois l'impression que c'est loin des préoccupations business d'un board par exemple, mais en fait toute la sécurité, la confiance qu'on peut avoir dans un système d'information sur lequel repose l'ensemble des domaines, métiers d'une entreprise, eh bien toute cette confiance repose sur la cryptographie. C'est vraiment la root of trust, comme j'ai écrit, la racine de la confiance de toute la sécurité des systèmes d'information et donc de toute la sécurité des informations stockées dans des systèmes d'entreprise. Et donc, dès que cette cryptographie tombe, eh bien, il y a une avalanche de conséquences très très directes, très très palpables, du style les signatures numériques eh ben, ne prouvent plus rien. Tout le monde peut lire vos données confidentielles, tout le monde peut venir dans votre réseau privé et faire comme si c'était un utilisateur valide. Il n'y a plus de certification, la réputation est entachée, et puis le coût de réparation, évidemment, c'est comme toujours, hein, la prévention coûte moins cher que le fait de réparer ce qui a manqué. Et donc, c'est très important de comprendre que cette cryptographie, vraiment, est à la base de la sécurité de vos systèmes d'information. Et suivant, s'il te plaît, Morgane, avec l'ordinateur quantique, voilà, on a cette petite main qui vient déséquilibrer ce bloc vraiment fondamental de cryptographie. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que ça diminue la sécurité de la cryptographie actuelle, RSA, courbe elliptique, ça vient complètement casser la sécurité. Et donc, si on ne change rien, toute la sécurité et la confiance de nos systèmes s'effondrent. Suivante, s'il te plaît, Morgane. Et là, juste bon, un schéma avec beaucoup de logos, mais pour qu'on se rende compte ensemble de tous les endroits où est cachée la cryptographie. Souvent, on a l'impression que c'est une matière qui reste dans une université, un laboratoire de mathématiques, mais en fait, c'est très concret la cryptographie. Il y en a vraiment partout dans vos systèmes, que ce soit dans vos hardware cryptographiques, donc les HSM ou des tokens crypto par exemple, dans vos applications, qu'elles soient propriétaires ou achetées directement à des fournisseurs qui vont souvent utiliser de la cryptographie software, par exemple, que ce soit dans les serveurs qui vont communiquer avec l'extérieur via TLS, via un VPN, que ce soit les protocoles en eux-mêmes qui doivent pouvoir chiffrer les tuyaux de données qui circulent,
que ce soit encore une fois l'authentification de vos serveurs pour être sûr qu'on parle bien au bon serveur quand on a des communications distantes. Et là, il y a des questions de PKI qui sont extrêmement importantes également. Bref, c'est vraiment, il faut voir la cryptographie comme un pilier vraiment qui infuse dans l'ensemble de vos systèmes. Et donc, si on finit sur cette multiplication entre probabilité et gravité du risque, bah, on voit que dans 10 ans, de toute façon, les régulations vont s'aligner pour que vous ayez migré en post-quantique. Donc, événement certain dans 10 ans, probabilité égale à 1. D'un point de vue de la gravité, évidemment, si vous tenez un tout petit peu à la sécurité de vos systèmes d'information, réfléchir à la cryptographie et comment faire en sorte que l'avènement de l'ordinateur quantique ne vienne pas détruire tout ce que vous avez créé en termes de sécurité dans vos systèmes, eh bien, c'est absolument nécessaire de voir ça comme un risque systémique fondamental pour vos organisations. Alors maintenant, si on se replace sur le terrain d'aujourd'hui, du webinaire, sur le sujet propre du webinaire, sur les pilotes, on va se poser la question de pourquoi finalement réaliser un pilote et pas se lancer comme ça corps et âme d'un premier élan dans la migration post-quantique et pourquoi on vous conseille de passer par cette étape fondamentale. La première raison, c'est qu'avec la PQC, les objets cryptographiques, donc ce que j'appelle objets cryptographiques, ce sont par exemple des clés, des certificats, des signatures, eh bien, grossissent énormément en taille. Là, vous avez un tableau avec beaucoup de chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous regardez les lignes oranges qui sont les tailles des objets cryptographiques qui sont aujourd'hui générés par la crypto actuelle, donc courbes elliptiques ou RSA, on voit que pour courbes elliptiques, qui est vraiment avec des tailles très menues, on est de l'ordre de quelques dizaines de bytes. Quand vous regardez des algorithmes comme MLDSA, MLChem ou FrodoChem, on est de l'ordre du millier de bytes, voire de plusieurs dizaines de milliers de bytes. Donc, 3 ordres de grandeur en plus, ce qui va avoir des implications phénoménales à la fois dans vos systèmes embarqués. S'il y a une mémoire contrainte, il faut s'assurer que ces systèmes peuvent vraiment accueillir cette cryptographie. Évidemment, dans votre réseau, hein, ce qui voyageait avant en une trame bah, va devoir être fragmenté une fois, 5 fois, 10 fois, et donc ça va créer des paquets supplémentaires sur le réseau. Donc, il y a vraiment des choses à regarder de manière très précise, au-delà des algorithmes en eux-mêmes, pour comprendre les conséquences que ça va avoir dans un système intégré. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que on passe d'un monde où RSA était vraiment très pratique parce qu'il permettait de faire à la fois de la PKE, du Public Key Exchange, de l'échange de clés et de la signature. Aujourd'hui, avec les nouveaux algorithmes, il va falloir comprendre que chaque algorithme va avoir son cas d'usage. Et donc, il va falloir quand même mettre un peu plus les mains dans le cambouis pour comprendre de quel algorithme vous avez besoin pour répondre à vos cas d'usage précis. Donc, vous avez des algorithmes où les clés et les signatures, par exemple, restent encore raisonnablement acceptables en taille. C'est le cas, par exemple, d'MLDSA qu'on va préférer pour signer des certificats, par exemple, ou signer de la donnée. En revanche, quand vous regardez des algorithmes comme les 3 qui sont listés en bas du tableau, qui sont basés sur les fonctions de hachage, ces algorithmes ont un grand avantage, c'est que on est assez convaincu de leur sécurité. Ça fait très longtemps qu'ils existent et ils reposent sur les fonctions de hachage qui sont des objets qu'on connaît très bien. Mais en revanche, ils produisent des objets cryptographiques absolument gigantesques. Et donc là, ça va plutôt être pour du code signing ou des autorités, des CA de PKI, parce que c'est voilà, des choses qu'on fait une fois et qui n'ont pas besoin de voyager sur le réseau de manière fréquente. Donc, il va falloir vraiment comprendre pourquoi tel algo, pourquoi pas tel autre. Et quand vous allez vous adresser à des fournisseurs, il va falloir déjà être un peu équipé pour comprendre ce qu'il vous dit et vous vraiment spécifier votre besoin de manière concrète et précise. Et enfin, voilà, une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les formats de certificats. Avant, on avait le format de certificat X509 qui marchait très bien. Aujourd'hui, avec la PQC et en particulier cette étape transitionnelle qui repose sur l'hybridation, c'est-à-dire l'usage à la fois de cryptographie traditionnelle et de cryptographie post-quantique, eh bien, vous voyez que c'est un peu la jungle. Il y a plusieurs façons de faire. Du plus facile, qui est le certificat pur PQC avec seulement clé et signature PQC dedans. Mais bon, le problème, c'est que là, vos infrastructures ne sont pas prêtes, elles ne sont pas PQ ready pour pouvoir lire et générer ces certificats, jusqu'à d'autres formes de certificats qui vont être rétrocompatibles, comme le certificat Catalyst, par exemple,
où là, bah, c'est pratique parce que ce certificat, il a une clé traditionnelle qu'une infrastructure actuelle peut lire en laissant la partie PQC de côté. Mais en revanche, évidemment, bah, vous n'êtes pas sûr que la partie PQC a vraiment été validée. Donc, il y a un faux sentiment de sécurité avec ces formats de certificats. De la même manière, les certificats multi-algorithmes, comme Generic Composite ou Explicit Composite, là, pour le coup, ils viennent lier de manière très franche la clé PQC et la clé traditionnelle. Ce qui fait que malheureusement, vos infrastructures actuelles ne sont pas compatibles, hein, il n'y a pas de rétrocompatibilité sur ces certificats. Mais en revanche, une fois que ils sont en circulation, vous êtes sûr que les deux clés, les deux cryptographies sont vérifiées. Donc là, vous êtes sûr d'être totalement hybride. Donc là, pareil, il va falloir comprendre le format de certificat qui va le mieux, celui qui va pouvoir être supporté par votre PKI. Et donc, il y a toute puis les poids aussi de ces objets certificats qui vont circuler sur le réseau. Il y a plein de choses à regarder de ce côté-là. Je vais vous donner un exemple un peu parlant pour vous dire que même les très gros, les très forts, les très puissants, eh bien, ils regardent à deux fois ou, comment dire, ont des difficultés, non pas pour implémenter, ils savent faire, ils ont la ressource pour faire, mais pour faire en sorte que ce soit suffisamment, euh, comment dire, industriel pour vraiment le mettre en application et qu'il n'y ait pas trop de problématiques associées à la mise en place de la PQC. Je prends l'exemple des serveurs Google qui aujourd'hui proposent de l'échange de clés hybride avec notamment MLChem. Si vous allez regarder les paramètres de cryptographie échangés entre vous et un serveur Google, vous allez voir qu'il y a du MLChem qui circule en hybride. Et donc pour l'échange de clés, ça pose pas trop de problème parce que finalement, il n'y a qu'une clé publique de Chem à faire voyager sur le réseau. Et donc, Chrome nous dit que quand ils ont implémenté MLChem dans le TLS Handshake, ils ont vu une latence de plus de 4%. Bon, ça peut sembler pas gros, mais c'est déjà quelque chose. Quand vous passez du côté de l'authentification, bon, là encore une fois, ils savent faire en soi, mais ils se sont rendus compte que le transport de toutes ces clés, de toutes ces signatures pour authentifier les serveurs et réaliser un handshake complet, ça allait augmenter d'une dizaine de kilobytes pardon, à chaque négociation. Et que bah, les ordres de grandeur, c'est qu'à chaque fois que vous rajoutez 1 kilobyte dans le handshake, c'est plus 1,5% de latence. Donc là, on dépassait les 10% de latence en plus et Google a dit, bon, on attend un peu, on va voir comment on va pouvoir solutionner ça, mais pour l'instant, on ne le met pas en place. Et donc, si vous cliquez sur le certificat qui vous authentifie enfin, le certificat qui authentifie pardon, le serveur Google, vous verrez qu'aujourd'hui, il est encore signé en RSA. Donc, même les gros, c'est compliqué. Et donc, il n'y a pas de raison que pour vous, ça passe comme une lettre à la poste. Et la suivante, s'il te plaît, Morgane, merci beaucoup. Et donc, la motivation principale pour faire ces POC, on en a vu quelques-unes dans les slides précédentes, c'est vraiment une démarche de test and learn. C'est-à-dire que nous, on apporte à la fois un bagage théorique pour comprendre ce que c'est que la PQC, les endroits où vous devrez faire particulièrement attention, les différentes conformités qui s'appliquent directement à votre industrie. Et en parallèle de ça, mettre en œuvre cette PQC dans vos infrastructures en respectant vos infrastructures. Hein. C'est pas nous qui proposons une infrastructure de test complètement décorrélée pardon, de vos usages, où vous allez pouvoir tester tous les formats de certificats, tous les algorithmes, voir la performance des CPU quand ils font tourner de la crypto post-quantique, pareil sur le réseau, etc., etc. Et en retour, bah, une fois que vous aurez les résultats de ces tests, et ben, vous apprenez encore parce que vous êtes capable d'aller voir des fournisseurs et leur dire exactement ce dont vous avez besoin. Vous êtes capable de comprendre les problèmes qui se posent dans vos infrastructures et vous gagnez réellement en compétences. Donc voilà, test and learn, c'est vraiment le mot-clé pour motiver le fait de réaliser des pilotes. Donc voilà pour ma partie. Maintenant, on va passer sur la partie plus pratique et retour d'expérience et c'est Morgane qui va prendre la suite. Merci Charles. Donc effectivement, là, je vais vous parler un peu plus de trois exemples de POC qu'on a déployés chez les clients et des leçons qu'on a apprises suite au déploiement de ces POC. D'abord, je vais vous présenter les POC et ensuite, je vais vous parler des leçons. Donc un des POC qu'on a déployé, c'est donc un VPN IPsec, donc avec le protocole IPsec, dans un contexte assez particulier qui est celui d'un double tunnel VPN. Donc c'est-à-dire que on va aller voir un client qui a déjà une architecture VPN IPsec déjà établie,
qui va être un VPN classique, et qui va souhaiter upgrader son VPN vers du post-quantique, mais sans perdre d'éventuels agréments qu'il pourrait avoir au niveau de la certification de son infrastructure. Donc nous, on va venir rajouter des gateways supplémentaires pour faire un tunnel dans le tunnel, donc avoir de la surencapsulation IPsec avec un premier tunnel classique qui est conservé tel quel et un deuxième tunnel post-quantique qui va nous permettre d'avoir le meilleur des deux mondes et d'avoir une assurance quantum safe en plus de la cryptographie traditionnelle qu'on avait déjà auparavant. Et ce POC-là, donc, il fonctionne donc de deux manières différentes, soit en site-to-site, c'est-à-dire on rajoute deux gateways vraiment qui vont permettre de connecter deux réseaux d'entreprise, ou en version un peu plus mobile, où on va avoir un software à installer sur les postes clients qui va permettre là aussi de faire un double tunnel VPN IPsec classique et post-quantique. Et dans ce POC-là, donc comme ce sera le cas pour les deux autres POC que je vais décrire, il y a la possibilité d'intégrer évidemment donc cet équipement réseau supplémentaire avec une PKI qu'on fournit, qui est donc une version augmentée de JBCA qui va supporter la cryptographie post-quantique et qui peut se brancher de manière optionnelle pour les clients qui possèdent un HSM Thales Luna. Nous, on a une fonctionnalité module qui permet d'upgrader cet HSM afin de faire de la cryptographie post-quantique. Donc, premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, ça va être des proxys TLS, toujours post-quantique. L'idée, c'est que on va se retrouver chez des clients qui vont avoir des applications métiers qui font du TLS et qu'il n'est pas possible d'upgrader la stack TLS des applications métiers parce qu'elle va être soit codée en dur dans les applications, soit pareil aussi dépendante de certification. Des fois, ça peut même être du TLS 1.2 et on peut absolument pas faire de cryptographie post-quantique avec du TLS 1.2. TLS 1.3, c'est vraiment essentiel pour ça. Donc nous, on va venir installer donc deux proxys qui vont fonctionner en mode forward et reverse et qui vont établir un tunnel TLS post-quantique qui va là aussi permettre de surencapsuler le flux qui est chiffré donc une première fois qui est chiffré et authentifié de manière classique et qui va être du coup surchiffré et surauthentifié de manière post-quantique. Et enfin, notre troisième cas d'usage, ça va être un plugin Outlook qui va permettre de faire du chiffrement et de la signature de mail post-quantique. Et là, donc, on a vraiment très peu de choses à déployer parce que tout va se faire sur les postes clients. C'est-à-dire qu'on va simplement installer un plugin donc qui va s'intégrer dans Outlook comme si c'était prévu pour. En fait, l'intégration se fait assez bien. Et ce sont les postes clients entre eux qui vont chacun de leur côté faire du chiffrement et de l'authentification de mail. Et donc ce plugin Outlook va gérer donc les certificats X509. Donc on va avoir des certificats X509 pour faire du chiffrement, donc qui vont contenir des clés KEM, et plus traditionnellement des certificats X509 pour faire de l'authentification, donc qui vont contenir des clés de signature telles que MLDSA. Et donc là encore, ici, on retrouve l'infrastructure globale avec la PKI EJBCA et optionnellement un HSM post-quantique. Voilà pour la description de ces trois POC. Donc maintenant, je vais un peu revenir sur les leçons qu'on a apprises suite au déploiement de ces trois POC. Donc ces POC-là ont été déployés donc à de multiples reprises chez différents clients, donc notamment du secteur bancaire ou du secteur institutionnel. Donc Charles avait parlé en introduction des différents clients qu'on a pu avoir. Et donc suite au déploiement de ces POC chez les clients, on a pu constater donc diverses choses, diverses difficultés qu'on avait ou pas anticipées. Ce qui est intéressant à noter, c'est que pour la plupart des use cases, les performances de PQC ne vont pas être un problème. Donc quand je parle de performance ici, c'est en termes de rapidité, en termes de CPU, en termes de temps d'exécution. Si on prend MLChem par exemple, récemment standardisé, ces performances vont être comparables à celles de la courbe elliptique et vont même être plus rapides que le RSA. Donc si vous passez directement du RSA vers MLChem, en réalité vous allez avoir une amélioration des performances quand on parle vraiment strictement parler du temps de calcul. Par contre, le problème principal, ça va être au niveau de la consommation, la bande passante au niveau du réseau, parce qu'on va rajouter plusieurs milliers d'octets sur les paquets quand il va s'agir d'échanger des clés publiques ou des certificats, ce qui peut causer de la fragmentation de paquets là où il n'y en avait pas auparavant, et d'autres problèmes similaires. Mais ces problèmes-là ne vont pas être aussi aigus en fonction du POC qu'on va déployer, par exemple. Dans le cas d'un VPN, l'échange de clés et l'étape d'authentification ne va se faire que à l'établissement du tunnel. Donc si on est dans un cas d'usage où on a un employé en télétravail qui va se connecter au VPN de son entreprise, il va probablement se connecter une fois, maximum 2 fois par jour, puisqu'après le tunnel va être établi et il n'aura pas besoin de s'y reconnecter. Et dans ce cas-là, on a une charge qui va être assez limitée. En tout cas, on a un surcoût lié au PQC qui va être assez limité.
Par contre, sur le cas d'un proxy TLS, à chaque fois qu'on va envoyer une nouvelle requête Internet depuis un navigateur, là, on va avoir un nouveau handshake TLS qui va se faire et donc de nouveaux échanges de certificats, etc. Et le surcoût va être beaucoup plus visible. Pour le plugin Outlook, ici, on va avoir des opérations de chiffrement et d'authentification de signature qui vont arriver assez régulièrement, puisque ça va être à chaque fois qu'on va envoyer ou recevoir un mail. Mais toutes les opérations seront faites sur les postes clients. Donc, il n'y aura pas de surcoût centralisé au niveau du serveur. Donc, on n'aura pas le problème de bottleneck qu'on pourrait avoir dans d'autres cas d'usage. Mais pour noter, donc, pour un peu nuancer ce que je viens de dire sur le proxy TLS, donc du surcoût, on l'a déployé chez un client du secteur bancaire et qui nous avait dit que, au vu des performances qu'il a pu mesurer avec nos équipements de proxy, il était tout à fait capable de tenir, par exemple, les performances nécessaires pour un Black Friday. Au niveau de l'intégration dans l'infrastructure, là aussi, en fonction des POC, ça va être plus ou moins facile de l'intégrer dans l'infrastructure existante. Le POC IPsec VPN, ce sera assez simple à intégrer parce qu'il est prévu pour fonctionner en double tunnel. Donc, on a eu assez de problèmes pour le déploiement chez les clients. Par contre, le POC TLS Proxy, on a pu avoir des problèmes d'intégration avec des équipements réseau déjà existants. Je vais y revenir dans la slide d'après. Et au niveau du plugin Outlook, ici, comme c'était un software qui se déployait directement sur les machines clients, ça a été assez simple de déploiement et d'utilisation. Le principal problème dans l'époque, c'est que les personnes qu'on va avoir en face de nous, qui vont conduire les expérimentations, ne vont pas forcément être les personnes qui sont responsables de l'infrastructure IT. Donc, ce ne sera pas forcément des gens issus de la DSI, et donc ils vont pas toujours avoir une bonne connaissance de la cartographie du réseau. Donc ça, on va dire, c'est un peu un point bloquant qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver en POC avec les clients, donc qui peut ralentir l'exécution des POC. Et donc la leçon à en tirer, c'est que déployer des solutions de double encapsulation, ça va nécessiter en fait un très haut niveau de coopération entre toutes les équipes IT que vous avez chez vous, parce qu'on va avoir besoin du coup d'un côté donc des personnes qui savent gérer vraiment l'infrastructure au jour le jour, mais aussi des experts en cyber qui eux vont avoir plus la connaissance sur qu'est-ce qu'il faut utiliser comme algorithme post-quantique, etc. Et donc pour revenir brièvement donc sur ce que je disais par rapport au proxy TLS, donc ça c'est un vrai use case d'un client qu'on a eu, donc qu'on a vraiment déployé donc on avait deux clients, on avait donc une première entreprise A et une première entreprise B qui voulaient établir entre elles un tunnel TLS Quantum Safe. Donc pour ça on a rajouté les deux proxys avec l'objectif de faire une surencapsulation du TLS Legacy pour le passer en post-quantique. Et on a découvert au moment du déploiement du POC qu'il y avait un proxy existant qui était donc une sorte de proxy sortant pour sortir du réseau et qu'il était absolument nécessaire de mettre notre forward proxy avant ce proxy sortant. Et on ne pouvait pas inverser les deux pour des raisons de contraintes d'architecture IT. Et donc ça nous a un peu retardé dans le déploiement du POC. Donc c'est typiquement le genre de surprise que vous pouvez avoir lorsque vous déployez de nouveaux équipements réseau PQC. Donc je vais rendre la parole à Charles qui va nous parler des key takeaways. Merci beaucoup Morgane. Donc oui, j'ai juste trois points à retenir de cette présentation. Donc vraiment le message clé qui motive l'époque, c'est test to learn et learn to test. Donc c'est ces deux notions qui sont en interaction, hein. Vous allez apprendre ce que c'est que la PQC, les fondamentaux de l'hybridation, des certificats, de la standardisation. Et vous allez pouvoir tester aussi en regard de ça. Et c'est l'alliance de cet apprentissage et de ce test qui fait la valeur vraiment d'un pilote, d'un projet pilote. Comme l'a dit Morgane, il y a un vrai sujet de multidisciplinarité. N'hésitez pas, quand vous commencez les sessions d'apprentissage sur les fondamentaux de la PQC, de mettre plusieurs personnes autour de la table qui viennent de différents services, parce qu'on se rend compte vraiment que c'est une des clés du succès aussi de la rapidité de déploiement de ce genre de pilote. Et aussi un message qu'on veut faire passer, c'est que la PQC, maintenant, elle a été standardisée, les algorithmes y marchent, la sécurité a été prouvée, mais maintenant, il y a un vrai sujet de readiness, de PQ readiness de vos infrastructures. Donc, il ne faut pas imaginer que la PQC, c'est des algorithmes plus lents, plus lourds, qui marchent moins bien. Pas du tout, ça marche très bien la PQC. Donc maintenant, l'objectif, c'est un objectif de déploiement, d'industrialisation. Et c'est là où on a besoin de vous pour vraiment prendre ce sujet à cœur, parce qu'il y a que vous qui connaissez votre vous êtes les meilleurs pour connaître votre infrastructure. Et donc, c'est là que vraiment se situe le point névralgique pour réussir sa migration post-quantique. Voilà, donc on a un tout petit peu outrepassé le temps qui nous était donné, mais il peut rester encore du temps pour quelques questions. Donc j'ouvre le chat, n'hésitez pas encore à mettre d'autres questions si vous en avez. Là, il y en a une première, Morgane, à laquelle tu peux peut-être répondre. Quel est le format de certificat le plus simple à mettre en œuvre dans un POC?
Alors, le format de certificat le plus simple, donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est assez rarement le certificat rétrocompatible. Enfin, disons que le certificat rétrocompatible, c'est bien parce qu'on peut le déployer dans des infrastructures qui n'auront pas été upgradées pour supporter de la cryptographie post-quantique. Mais par contre, quand on veut vraiment utiliser un certificat rétrocompatible en exploitant la partie post-quantique du certificat, là, ça va devenir plus compliqué parce que on va demander au parseur ASN1 d'aller chercher les extensions. Et ça n'a pas forcément été prévu pour lorsque ça a été codé. Donc je dirais que le plus simple, ça reste les certificats plutôt de type composite qui vont vraiment mêler les deux, parce que d'un point de vue SN1, ce sera plus simple à analyser. D'accord. Bon, de toute façon, nous, la PKI qu'on propose, voilà, est capable de mettre en œuvre tous les certificats, donc ça vous permet de tester sur toutes les possibilités, que ce soit rétrocompatible ou multi-algorithme. Et il y avait une deuxième question, Morgane, comment se déroule concrètement l'époque? Alors l'époque concrètement, donc il y a une première partie qui va être de formation plus théorique, donc comme tu l'avais présenté Charles, où on va donc d'abord un peu transférer un peu de connaissances vers les clients pour les faire monter en compétence sur vraiment la cryptographie post-quantique d'un point de vue théorique. Ensuite, on va leur expliquer comment ça se passe concrètement un protocole, donc par exemple un TLS post-quantique, quelle est la différence avec un TLS classique et notamment un TLS hybride, donc puisque là c'est là un TLS post-quantique, finalement, on se dit qu'on a juste à remplacer un algorithme classique par un algorithme post-quantique, mais ça va plutôt être sur les protocoles hybrides que là, on va avoir des innovations qui vont différer un peu des protocoles classiques. Et ensuite, une fois que cette partie formation a été réalisée, on va effectivement déployer le POC avec les équipes d'ingénieurs de chez le client. Et il va y avoir un certain nombre d'allers-retours pour les aider à intégrer ça au maximum de leurs possibilités dans l'infrastructure. Très bien, bah, merci beaucoup Morgane pour toutes ces réponses. J'espère que ça a été utile à tous nos auditeurs qui sont nombreux. Bah, je vous remercie vraiment pour votre attention et stay tuned pour un prochain webinar qui arrivera normalement très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.